Seiichi était un lycéen constipé et perdant qui se sentait comme une convention d'anime toute la journée, ce qui le faisait harceler. Même après avoir été transporté dans un autre monde, il était toujours un perdant pathétique jusqu'à ce qu'il vole un fruit qui lui a donné une capacité de monter en niveau tricheuse, le rendant si puissant que son charme a attiré toutes sortes de créatures. Un jour à l'école, Seiichi se faisait à nouveau harceler par ses camarades de classe, lorsqu'ils ont entendu une voix prétendant être Dieu. Dieu leur a dit de former des groupes et de s'assurer de rester ensemble, car il allait les transporter dans un monde isekai en tant que héros. Il donne à chaque élève une compétence différente et une capacité à lire d'autres statuts. Quand le statut de Seiichi a été vérifié par un camarade de classe, il avait les pires statistiques et sa race était même qualifiée de presque humaine. Cela les a amenés à se moquer de lui et à révéler qu'ils n'autoriseraient jamais une ordure inutile dans leur groupe. Tout le monde sauf Seiichi a été transporté car ses camarades de classe ne voulaient pas être associés au gros, alors il a été laissé derrière. Cependant, Dieu a remarqué qu'il était encore là. Et quand il a réalisé qu'il était le perdant indésirable, il a donné à Seiichi une compétence extra spéciale et l'a transporté aussi. Seul et affamé, après avoir passé 5 jours dans une forêt, Seiichi continuait de se mentir à lui-même en pensant qu'il était le protagoniste principal qui allait d'une manière ou d'une autre monter de niveau sans rien faire. Il avait tellement faim qu'il a essayé de manger un ver qu'il a vu ramper sur le sol, mais avant qu'il ne puisse le ramasser, quelque chose a surgi des buissons et lui a marché dessus. Alors qu'il était allongé sur le sol, il a vu un fruit et l'a immédiatement ramassé. Il l'a examiné et a découvert qu'on l'appelait fruit de l'évolution. Mais il n'y avait pas d'informations supplémentaires dessus. Seiichi a rapidement mangé le fruit au goût horrible en pensant qu'il serait transformé en maître de la séduction. Cependant, il a ensuite entendu une voix l'incitant à activer le fruit. Surpris, il se demandait ce que c'était que cette voix et ce qu'elle signifiait, mais comme il ne se passait rien, il se leva et partit chercher plus de nourriture. Il est tombé sur un groupe de singes et quand il a vérifié leurs statistiques, il a découvert que c'était des singes de niveau 120 avec un quotient intellectuel supérieur au sien. Dommage émotionnel! Et cela l'a fait se sentir insulté que les singes étaient au-dessus de lui. Alors qu'il les regardait et se demandait ce qu'ils faisaient, les singes sont bientôt partis. Et il est allé immédiatement ramasser les fruits qu'ils avaient laissés derrière. Il les a mis dans sa boîte à objets et a remarqué les bouteilles qui s'y trouvaient. Grâce à sa compétence d'évaluation, il a découvert qu'il s'agissait de potions de récupération de haute qualité. Alors il n'a pas perdu de temps à les voler aussi. Dans une ville quelque part, les autres étudiants qui avaient été transportés discutaient. Un groupe s'est approché de Kanazuki, un ami de Seiichi de l'école, a demandé où se trouvait Seiichi, mais elle leur a dit qu'il avait été transporté ailleurs et il se demandait s'il allait bien. Pendant ce temps, Seiichi était sur le point de manger un champignon qu'il avait trouvé, mais il n'y avait aucune information à son sujet. Cependant, l'idiot l'a quand même mangé et est immédiatement tombé par terre de douleur. Et même s'il était sur le point de mourir, Seiichi a décidé de mourir en mangeant. Il a mangé le reste du fruit de l'évolution qu'il avait et s'est immédiatement senti mieux. Il a également acquis une résistance au poison et son rang a augmenté. Mais avant qu'il puisse célébrer son augmentation de grade, il a été attaqué par un singe malin. Il a réussi à le blesser et il a immédiatement bu l'une des potions de récupération qu'il avait volées. Seiichi s'est levé et a essayé de défier le singe, mais comme il n'était aussi fort qu'un personnage non joueur, il a de nouveau été battu. Avant que le singe ne puisse le manger, il a pris une bouffée de son parfum naturel, sentant les ordures, et est mort. Les restes du singe se sont transformés en objets et il a acquis de nouvelles compétences grâce à eux. Parmi les objets se trouvait un livre sur les singes intelligents et Seiichi a été surpris de pouvoir lire le livre car il était écrit dans une langue qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est alors qu'il réalisa que la compétence spéciale qu'il avait reçue était la raison pour laquelle il pouvait lire le livre. Juste à ce moment-là, la voix l'informa que l'évolution avait commencé. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il souffrait énormément. Quand la douleur s'est atténuée, il s'est levé et a réalisé qu'il était non seulement plus mince, mais ses statistiques avaient incroyablement augmenté. Cependant, il a vite appris qu'il n'avait pas terminé son évolution et il traverserait encore la douleur au moins 9 fois de plus. Cependant, il était énervé parce qu'il était encore au niveau 1, même s'il avait vaincu un singe intelligent de niveau 120. Seiichi avait passé 5 mois dans la forêt et avait pu utiliser les connaissances qu'il avait acquises du singe intelligent pour survivre. Il a vaincu un acro-wolf de niveau 311 et a acquis de nouvelles compétences ainsi qu'un légendaire esprit de l'eau, Dag. Il a pris le livre contenant le savoir de l'acro-wolf et a vu un endroit caché sur la carte qui lui a rappelé que c'était la même chose dans le livre du singe malin et a décidé de le vérifier plus tard. Il a immédiatement vécu une autre évolution et quand ce fut fini, il se demanda ce qui se passerait quand il passerait par l'évolution finale. Alors qu'il était allongé, se demandant sur l'évolution finale, il réalisa qu'il était entouré par des singes intelligents. Avant qu'il ne puisse réagir, un gros gorille rouge moche avec une fleur rose sur la tête est tombé du ciel et a exigé que Seiichi le combatte. Même s'il était devenu plus fort, il était encore un grand lâche et demanda avec peur s'il pouvait refuser. Mais le gorille a refusé. Il l'a assuré que les singes n'interféreraient pas avec le combat et Seiichi craignait pour sa vie car il était au niveau 700. Quand le gorille a lancé un coup, Seiichi l'a esquivé et a été choqué par sa force,
tout en remarquant que le gorille lui lançait un regard amoureux sérieux. Il disait combien il aimait la force, les hommes, et c'est à ce moment-là que Seiichi a réalisé qu'il s'agissait en fait d'une femelle, et il était dégoûté par le fait que son charme n'attirait que des gorilles. Il a utilisé une attaque tranchante que le gorille a facilement esquivé, et il lui a lancé un coup de poing qu'il n'a pas pu esquiver et a été envoyé voler à travers la salle. Forêt. Le gorille a été tellement impressionné par le fait que son coup de poing flash ne l'avait pas tué qu'elle a dit qu'elle le voulait depuis que Seiichi était exactement son genre. Cependant, il a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par un gorille, mais elle s'est quand même présentée comme Seria, en essayant d'agir de manière mignonne et timide. Il a demandé pourquoi un gorille laid portait le nom d'une jolie fille, et tout ce que Seria a entendu, c'était qu'elle était jolie. Toujours dégoûté, il utilisa la compétence griffe d'adamant qu'il avait obtenue de l'Acrowolf pour attaquer elle, mais elle a facilement sauté de côté et s'est envolée. Elle a utilisé poussée d'air et est descendue sur lui comme un missile nucléaire. Seiichi l'a esquivé et espérait que le gorille s'était éliminé en faisant cela, mais elle s'est relevée et a exprimé sa joie qu'il ait pu esquiver son attaque. Seiichi a ensuite utilisé le dagger de l'esprit de l'eau pour amplifier sa magie de l'eau, levant la main au-dessus de sa tête. Il a utilisé une compétence appelée catastrophe de chute qui déverserait beaucoup d'eau sur son adversaire, l'adversaire. Cependant, comme il était bête comme ses pieds, il n'a pas dirigé l'eau vers Seria et a été frappé par sa propre attaque. Trempé, il a essayé de masquer sa propre stupidité en jouant les durs et en disant à Seria qu'elle était douée. Cependant, elle lui a immédiatement dit qu'elle n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. C'est passé et il était embarrassé qu'un gorille l'ait interpellé sur sa folie. Elle ne lui a pas donné le temps de se remettre car elle a utilisé le coup de poing flash pour le tabasser. La vie misérable de Seiji a défilé devant ses yeux et, en dernier recours, il a libéré son odeur corporelle qui était maintenant devenue une compétence appelée interprète de puanteur. Au lieu de la tuer comme il l'avait fait avec le singe malin, Seria lui déclara son amour et lui demanda de l'épouser. Chez Seria, Seiji exigea qu'elle le laisse partir, mais Seria lui dit qu'il était son mari et qu'il devait rester avec elle. Seiji a fait remarquer qu'elle était un fichu gorille et qu'il était un humain donc qu'il ne pouvait pas être marié. Au lieu de répondre, elle lui a dit de manger et quand il a pris une bouchée, il a été surpris de voir à quel point c'était délicieux. Seria a révélé qu'elle avait fait de nouveaux vêtements pour lui et Seiji était à deux doigts de perdre la tête parce qu'il ne comprenait pas pourquoi un gorille était si impressionnant. Elle a ensuite demandé si cela faisait d'elle une bonne épouse et il a répondu oui si elle se mariait avec un gorille, mais elle a insisté pour qu'il se marie. Il lui a demandé comment elle pouvait parler et elle lui a dit qu'elle avait trouvé des livres dans une grotte et les avait lus. Elle lui a montré les livres et en les lisant, il a instantanément acquis les compétences. Tandis qu'il regardait Seria attraper des poissons, Seiji planifiait sa fuite, mais avant qu'il ne puisse aller loin, il se retrouva face à face avec une araignée géante et cria comme un petit froussard. Seria est immédiatement venue à son secours et l'a frappé, l'envoyant voler à travers le ciel. Elle a demandé à Seiji, encore secoué, s'il allait bien et il lui a dit que oui, mais qu'il était surpris de voir à quel point elle s'inquiétait pour lui. Ce qui lui fit réaliser qu'il avait été un crétin superficiel pour l'avoir jugé sur son apparence. Pendant qu'il mangeait, Seria dit à Seiji qu'elle et les singes intelligents allaient sortir cueillir le fruit de l'évolution. Elle a demandé s'il savait ce que c'était et il a immédiatement dit non, même s'il avait volé ceux qu'elle avait précédemment rassemblés auprès des singes malins. Elle lui a dit que manger 10 fruits permettrait de devenir surpuissant. Cependant, en manger 11 te tuerait. Elle a également mentionné qu'elle-même avait déjà mangé 10, mais que quelqu'un avait volé ceux qu'elle avait rassemblés pour donner à son futur mari. Seiji a eu peur quand elle a dit qu'elle tuerait le voleur qui les avait volés, alors il a immédiatement supplié pour sa vie, avouant qu'il était celui qui les avait volés. Elle a pardonné mais a dit que puisqu'il les avait mangés, ils étaient se marier. L'expression sur son visage a poussé Seria à demander s'il la détestait, et il a dit non, ce qui l'a immédiatement fait s'habiller en marié et le supplier de se marier. Seria est vite partie chasser, et Seiji en a profité pour s'échapper. Pendant ce temps, ailleurs, les camarades de classe de Seiji s'entraînent. Kanazuki et ses amis se sont souvenus qu'ils avaient été chargés de vaincre le seigneur démon par le roi le jour de leur arrivée. De retour dans la forêt, Seiji fuyait Seria qui avait découvert qu'il manquait. Il est tombé sur une grotte avec une aura intimidante, mais est entré à l'intérieur quand il a entendu la voix de Seria tout près. À l'intérieur de la grotte, il a ouvert une porte et est entré dans une pièce où il a vu un squelette aux yeux rouges brillants assis sur un trône. Le squelette était impressionné qu'il ait pu atteindre sa chambre et croyait qu'il devait être fort pour y être parvenu. Seiji, en revanche, le voyait comme dangereux et a décidé de vérifier ses statistiques qui ont révélé qu'il était le seigneur des ténèbres Xenos et était à tasse niveau 1. Il était soulagé parce qu'il pensait pouvoir l'affronter facilement, mais Xenos lui a dit de regarder à nouveau ce qu'il a fait. Il s'est avéré qu'il l'avait trompé et était en fait au niveau 1500. Il a dit à Seiji qu'il avait pensé que la première personne à entrer dans sa chambre serait une personne forte, mais qu'à la place, un perdant avec une énergie de PNJ était entré. Il a ensuite essayé de poignarder Seiji, mais Seria s'est interposé et a été poignardé à la place. Seiji a appelé son nom, ce qui l'a rendue heureuse car c'était la première fois qu'il l'appelait depuis leur rencontre. Il
Il a essayé de lui donner des potions de guérison, mais elle a dit que cela ne servait à rien puisqu'elle était déjà morte. Elle a expliqué qu'elle pouvait encore lui parler grâce à sa compétence appelée Kaiser Majesty, qu'il a maintenue pendant un moment. Seiji a pleuré à chaudes larmes en s'excusant pour la façon dont il l'avait traitée, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a demandé de sourire comme sa dernière demande. Pendant ce temps, Xenos qui observait leur adieu émouvant trouva toute cette affaire ridicule. Seiji lui dit de fermer sa bouche infestée de toiles car il ne les comprenait pas, faisant de ce moment la première fois de sa vie pathétique où il osa tenir tête à quelqu'un. Il attaqua Xenos qui bloqua facilement ses attaques, et pendant que ils ont combattu, Seiji lui a dit à quel point Seria avait été merveilleuse. Xenos a été surpris par son éclat et a demandé s'il avait réellement des sentiments pour un fichu gorille, et Seiji a déclaré qu'il aimait Seria. Seiji a ensuite utilisé Impact Océanique et, en utilisant vraiment son cerveau cette fois-ci, a dirigé son flux vers Xenos, qui a utilisé une compétence appelée Trou Magique pour piéger l'eau. Il a dit à Seiji d'abandonner, en disant qu'un faible comme lui ne pourrait jamais le vaincre. Cependant, il a refusé en affirmant qu'il n'avait pas accepté les sentiments de Seria pour lui, alors, alimenté par la grande puissance de l'amour et utilisant sa compétence de mouvement instantané, il a attaqué un Xenos surpris et l'a poignardé. Xenos accepta sa défaite et remercia Seiji de lui avoir montré le véritable amour, mais avant qu'il ne disparaisse, Seiji vit une jeune femme apparaître et le serrer dans ses bras. Alors qu'ils s'embrassaient, il lui dit qu'il allait la protéger cette fois-ci. Seiji les regarda disparaître, mais se souvint bientôt de Seria et courut vers elle. Elle aussi avait commencé à disparaître, mais il l'embrassa juste avant qu'elle ne disparaisse. Une lumière brillante a brillé, et allongée là où Seria avait été avant, était une belle fille aux cheveux roux et une fleur rose dans les cheveux. Seiji a été tellement surpris quand elle s'est levée et a couru pour l'embrasser, qu'il a eu une sérieuse hémorragie nasale. Il était tellement choqué quand il a réalisé qu'elle était Seria. Seiji a lu l'histoire de Xenos et a appris qu'il avait été un Nobel il y a 1500 ans, mais qu'il avait été trahi par sa femme et l'empereur. La seule personne qui est restée à ses côtés était sa domestique, Maria, qui l'aimait, mais elle est morte après s'être sacrifiée pour le sauver. Après sa mort, il est devenu un monstre vengeur et a passé ses journées seul dans une grotte. Ému par leur histoire, Seiji a dit à Seria qu'il était heureux d'avoir pu réunir les deux à nouveau. Peu après, la dernière évolution de Seiji a commencé, et lorsqu'elle s'est terminée, il est devenu encore plus beau mais toujours moche comparé à Gojo Satoru. Il a dit à Seria qu'il voulait quitter la forêt, et elle a dit qu'elle irait n'importe où avec lui. Juste à ce moment-là, un petit mouton est apparu et s'est présenté comme Madame Mouton, l'administrateur du donjon. Il a affirmé qu'il était venu parce qu'ils étaient les premiers à terminer le donjon, et Saichi a souligné qu'il était un peu en retard, donc il a admis qu'il avait été retardé parce qu'il appréciait la souffrance de Saichi alors qu'il traversait son ultime épreuve, évolution. Il a ensuite poursuivi en remettant à Saichi les récompenses pour avoir nettoyé le donjon, qui était un ensemble de cultures fruites de l'évolution et un ensemble de voyages de 10 jours. Il a également offert à Seria une robe et à Saichi un casque avant de les transporter hors de la forêt, ce qui leur a permis de commencer leur voyage. Saichi et Seria décident de se rendre dans la ville la plus proche et de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour obtenir leur carte d'identité, mais en chemin, ils rencontrent un slime de niveau 88. Toutefois, Saichi l'a facilement vaincu et a réalisé qu'il était devenu surpuissant. Parmi les objets tombés, il y avait une paire de bottes qu'il leur a donné avec des cartes de compétences qui lui ont permis de monter de niveau. Saichi n'était pas content de monter de niveau parce qu'il avait l'impression de devenir un monstre, et il n'aimait pas ça. Quand il a enlevé son casque, il s'est transformé en robe, et Seria lui a tendu la note qui en était tombée. C'était une lettre de Baship, et il expliquait que le casque avait changé parce que Saichi avait monté de niveau et que la robe cachera sa véritable force des autres. À la porte de la ville, Saichi a menti qu'il et Seria avaient perdu leur carte d'identité. Alors le garde leur a demandé de toucher le gemme de vérité pour déterminer leur statut criminel avant de pouvoir les laisser entrer. Une fois, ils l'ont fait, il leur a permis de passer et les a avertis d'être prudents avec la guilde quand ils lui ont parlé de leur projet de s'y inscrire. Il s'est alors présenté comme Claude et leur a demandé de venir le voir s'ils avaient besoin d'aide. La guilde, Saichi pensait que Claude exagérait probablement lorsqu'il a ouvert la porte et a vu une femme blonde en train de faire un 50 nuances de grès juste devant tout le monde. Il a immédiatement refermé la porte car il ne croyait pas ce qu'il venait de voir. Il l'a rouvert. Et cette fois, elle versait de la cire de bougie sur un homme. En regardant autour de lui, il a vu plus de gens bizarres et a rapidement réalisé que c'était une fête de hentai et a dit à Seria qu'il devrait repartir. Cependant, avant de pouvoir partir, ils ont été arrêtés par le maître de guilde qui portait seulement un maillot de bain speedo. Il s'est présenté comme Gustelkloot et Saichi pensait qu'il était un tête en l'air qui ne s'intéressait qu'à ses muscles. Il a exhibé ses muscles devant eux et les a poussés stratégiquement dans le bâtiment. À l'intérieur, il a attiré l'attention de la femme blonde qui a immédiatement changé de tenue et s'est présentée comme Eris Makan, la réceptionniste. Elle lui a dit que leur guilde recueillait des informations du monde entier et que s'il s'inscrivait chez eux, il y aurait accès. Saichi s'est souvenu de ses amis et Seria lui a dit que ce serait une bonne idée de rejoindre la guilde. Lorsqu'ils ont terminé leur inscription, 3 vikings recherchés avec des crêtes iroquoises sont entrés et ont demandé à Saichi de les suivre. Ils l'ont emmené à l'arrière du bâtiment et lorsqu'ils ont enlevé sa robe,
ils ont été choqués parce qu'il était si beau. Saichi a été pris au dépourvu lorsqu'il a vu que leur leader s'était déshabillé, et il a été encore plus choqué lorsqu'ils lui ont dit que c'était leur fête de bienvenue. Lui, l'homme ne voulait rien avoir à faire avec des gens suspects, alors il a pris la fuite pour protéger son cul vierge. Mais ils l'ont poursuivi. Ils ont essayé de le convaincre qu'il aimerait l'expérience, mais il n'a pas écouté et a couru plus vite. Impressionnés par sa vitesse, ils ont dit qu'il était l'homme qu'ils cherchaient, mais ils n'ont pas pu le suivre, alors ils ont finalement arrêté de le poursuivre. Saichi a réussi à revenir à la guilde, et Gustle a dit qu'il était surpris qu'il soit revenu. Eris lui a dit qu'il était la première personne à revenir en vie. Eris a dit au couple qu'ils devaient passer quelques tests avant de rejoindre officiellement la guilde. Gustle a expliqué qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était au moins un aventurier de rang B pour les superviser lors des tests et les a présentés à Artoria. Un aventurier méchant de rang A, Saichi, était seulement concentré sur ses intrigues massives et n'a pas entendu un mot qu'elle a dit, alors Seria a dû l'appeler à l'ordre. Artoria n'était pas satisfaite de l'idée, et quand elle s'est plainte, Gustle lui a dit que puisqu'il avait survécu aux Mohawks, il pourrait lui survivre. Elle a finalement accepté et s'est excusée pour son comportement impoli. En se dirigeant vers leur premier test, Artoria leur a dit qu'ils commenceraient par des petits boulots. La première était d'aider dans un orphelinat, et Seria s'est portée volontaire pour le faire. En route vers le deuxième travail, Artoria a aidé un enfant qui s'était blessé en chemin. Jouer. Comme elle s'occupait de sa jambe blessée, la corde tenant ensemble des planches en bois s'est détachée, mais avant que Saichi puisse les atteindre, elles sont tombées sur eux. Quand il s'est approché, il a vu qu'Artoria avait réussi à les arrêter en utilisant une compétence de défense et s'est demandé si elle avait su qu'elles allaient tomber. La deuxième mission était de démolir un bâtiment, et tandis qu'Artoria essayait d'expliquer comment ils allaient faire le travail, Saichi est entré dans le bâtiment et, oubliant qu'il était extrêmement puissant, a poussé une seule brique, faisant s'effondrer toute la maison sur lui. Artoria a crié de surprise pensant qu'il était blessé et a couru pour le chercher. Pendant qu'elle le cherchait, elle se blâmait pour ce qui s'était passé, car tous ceux qui l'entouraient finissaient toujours par être blessés, et c'est pourquoi elle s'appelait Artoria la Calamité. Alors qu'elle pleurait, Saichi sortit des décombres, et dès qu'elle le vit, elle le traita d'idiot sans cervelle, tout en le réprimandant pour son imprudence. Elle lui a dit qu'en tant qu'aventurier, il devait être capable de sentir le danger et être prudent, en disant que sa stupidité coûterait la vie à son équipe. Saichi s'est alors excusé et ils sont passés à la quête suivante. Alors que les camarades de classe de Saichi s'entraînaient, leur instructrice, Zakia, les regardait depuis un balcon avec un autre chevalier. Il a dit au chevalier qu'il était contre l'idée de les envoyer combattre le seigneur démon, car la guerre ne les concernait pas. Il a également admis qu'il était complètement contre la guerre avec les démons et a dit qu'il ferait tout son possible pour les protéger. De retour au village, Artoria informa Saichi que la tâche finale était de promener un chien. Saichi pensa que ce serait facile jusqu'à ce qu'il voit que le chien était en fait un loup. Le loup l'a poursuivi dans le jardin tandis que son propriétaire et Artoria regardaient. Le propriétaire a fait remarquer qu'Artoria semblait plus heureuse et a suggéré que c'était à cause de Saichi, mais elle a immédiatement nié, même si son visage était rouge comme une tomate. Une fois la quête terminée, ils sont retournés à la guilde et Gustle a sorti leur récompense de son maillot de bain comme si c'était la chose la plus naturelle à faire. Eris a demandé s'ils avaient un endroit où loger et quand ils ont dit non, Artoria leur a dit qu'ils pouvaient rester à l'auberge où elle logeait. Eris et Gustle ont été surpris car elles n'avaient pas l'habitude de faire quelque chose comme ça. Artoria a été embarrassée et avant qu'elle ne puisse retirer l'offre, Saichi et Seria ont accepté. Bientôt, Saichi, Seria et Artoria sont allés dans un champ pour faire un autre test. Artoria a expliqué que tout ce qu'ils avaient à faire était de ramasser 10 herbes médicinales et ce serait terminé. Saichi est immédiatement parti sans écouter tout ce qu'elle avait à dire, et Artoria a simplement souri en regardant Seria partir après. Seria a remis les herbes qu'elle avait cueillies à Artoria, qui l'a félicité, mais quand ce fut au tour de Saichi, il remit des champignons de mana. Artoria a demandé où étaient les herbes, et il a dit qu'il n'en avait pas vu, ce qui l'a fait s'exclamer combien elle était choquée que quelqu'un puisse être si stupide et tête en l'air qu'il ne remarque pas les herbes poussant à côté de ses pieds. Il les a ramassées et les lui a données, mais elle a dit qu'elles n'étaient pas suffisantes, et une fois de plus, il s'est précipité dans la forêt à la recherche de ce qui était juste devant lui. Alors qu'il se demandait pourquoi il ne trouvait que des herbes rares, il entendit des gens parler, mais comme il ne savait pas comment s'occuper de ses affaires, il alla voir qui ils étaient. Il ne pouvait pas entendre ce dont ils parlaient, alors il décida d'aller leur demander s'ils savaient où ils pouvaient trouver les herbes qu'ils cherchaient. Il s'avère qu'ils étaient des démons sous le commandement de Lia, le capitaine de la 3e division de l'armée du Seigneur Démon. Seichi pensait juste qu'ils étaient bizarres et a essayé de partir, mais ils l'ont arrêté parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils gâchent leur plan, puisqu'ils les avaient vus, et ils ont supposé qu'il avait également entendu leur plan. Ils ont invoqué un troll moche qui a utilisé sa grande massue pour frapper Seichi, mais il l'a arrêté en utilisant sa compétence d'absorption qui a transféré la force de son adversaire. Lui, terrifié, les démons lâches se sont enfuis, donc Seichi n'avait pas d'autre choix que de retourner auprès d'Artoria et Seria avec les herbes rares qu'il a trouvées. Finalement, Artoria a fini par lui donner les herbes qu'elle avait car il avait l'air si désemparé. De retour dans le royaume démoniaque, Lia a interrogé l'escouade de démons qui avait fui devant Seichi.
Ils ont admis qu'ils étaient allés dans le royaume humain pour installer des pièges de téléportation afin de réduire l'armée humaine avant qu'ils n'aient une chance de combattre. Elle a demandé où les pièges les enverraient et ils lui ont dit qu'ils les emmèneraient au donjon du dieu dragon noir. L'IA a dit qu'elle se sentait mal pour les humains qui tomberaient dans le piège, mais leur a dit qu'ils devaient être punis pour leur désobéissance. Ils se sont enfuis quand elle a mentionné qu'ils seraient fouettés 500 fois chacun. Pendant ce temps, dans le royaume humain, en attendant Artoria pour qu'ils puissent commencer leur test final, Saichi et Saria ont rencontré Claude, le chevalier qu'ils avaient rencontré à la porte de la ville lors de leur arrivée. Il leur a demandé de continuer à être gentils avec Artoria, lui-même après qu'ils aient terminé leur test, et juste à ce moment-là, Arturia les a rejoints en demandant s'ils se connaissaient. Claude lui a simplement dit qu'elle avait rencontré de bonnes personnes. Il a ensuite demandé s'il s'agissait de leur test final, et leur a souhaité bonne chance avant leur départ. Le dernier test consistait à vaincre 10 slimes, alors Artoria a demandé à Saria quelles armes elle utiliserait. Mais elle a dit que ses points suffisaient. Artoria n'était pas convaincue, mais elle a dit qu'elle regarderait et verrait ce qui se passerait. Le test a commencé, et juste au moment où Seiichi était sur le point de trancher un slime, il disparut. Artoria a vérifié la zone et a réalisé qu'il y avait des sorts de téléportation installés partout. Elle leur a dit que le test était en pause, et alors qu'elle leur demandait de retourner en ville, elle a accidentellement marché dans l'un des pièges. Seiichi et Saria l'ont rapidement attrapé, et tous les trois ont été téléportés dans le donjon. Le dragon a senti leur présence dès qu'ils ont été transportés dans le donjon et a immédiatement été en colère. Comme ils n'avaient aucune idée d'où ils étaient, ni comment revenir, Artoria a suggéré de trouver une issue. Elle a ensuite demandé pourquoi ils l'avaient suivi, tout en les réprimandant pour avoir négligé d'utiliser leur cerveau. Seiichi lui a dit que son corps avait réagi avant qu'il ne puisse penser, et Saria a dit qu'elle avait juste voulu l'aider. Touchée par leur détermination, Artoria les a pardonnés et a remis la pierre guide à Seiichi. Elle a dit que cela conduirait quiconque la possédait à tout membre manquant de leur groupe, et que si la personne était en danger, elle brillerait en rouge. Dès qu'elle leur a dit de rester ensemble et de ne pas se séparer. Séparée, Artoria a accidentellement marché sur un piège et l'a déclenché. Un mur de pierre s'est levé et l'a séparé d'eux, et lorsqu'elle a essayé de les appeler, cela ne servait à rien car ils ne pouvaient pas l'entendre. Alors elle a essayé de trouver un autre moyen de les rejoindre. De l'autre côté du mur, Seiichi paniquait parce qu'ils avaient été séparés et a essayé d'utiliser ses poings pour abattre le mur en pensant qu'il était Saitama. Saria lui a montré la pierre guide, elle a dit qu'il pouvait l'utiliser pour suivre Artoria. Mais malheureusement, aucun d'eux ne savait comment l'utiliser. Seiichi lui a demandé de montrer le chemin et à sa grande surprise, il s'est déplacé et a volé vers le mur de pierre qui les avait séparés au départ. Saria a alors suggéré qu'ils prennent le chemin derrière eux et trouvent un autre chemin vers elle. Artoria se battait contre une momie qui l'a projetée contre le mur avec une telle force qu'elle a craché du sang, mais elle a réussi à se relever et à la couper en deux. Avec la momie vaincue, elle avait l'air d'avoir traversé beaucoup d'épreuves et s'assit épuisée sur le sol, espérant que Seiichi et Saria allaient bien. Pendant ce temps, Seiichi et Saria continuaient à se retrouver dans des impasses, et juste avant qu'il ne perde son calme et éclate. Saria l'a appelé dans une pièce où elle avait trouvé un grand coffre au trésor. Seiichi a fait la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite depuis qu'il est entré dans le donjon et s'est éloigné, et quand Saria a demandé pourquoi, il a dit que cela semblait suspect. Pendant que ils ont parlé, le coffre a exigé qu'il l'ouvre, et quand ils n'ont rien fait, il a poussé des membres et a essayé de les attaquer, ce qui a poussé Seiichi à utiliser son compétence de liaison aquatique et à le descendre. Le coffre a disparu et Seiichi a de nouveau monté de niveau. À ce moment-là, un coffre d'objets est apparu devant eux et à l'intérieur, ils ont trouvé le livre sur le coffre au trésor. Dans le livre, ils ont appris que l'invention du coffre d'objets avait réduit l'importance du coffre au trésor. Le désir d'interagir à nouveau avec les humains a poussé le coffre au trésor à se doter de membres, à pouvoir parler et à utiliser la magie. Cela n'a fait que les humains le considèrent comme un monstre et ils l'ont chassé. Désespéré et seul, le coffre au trésor ne pouvait que se promener dans des endroits dont il avait de bons souvenirs. Ils ont également trouvé un objet rare connu sous le nom d'anneau de malchance, et après l'avoir évalué, Seiichi a appris qu'il multipliait la chance d'une personne par -2. Saria a ensuite attiré son attention, mais quand il l'a regardée, elle avait la main sous sa robe et fouillait autour de ses intrigues. Lorsqu'elle a sorti la pierre de guide qui luisait en rouge. Pendant ce temps, une Artoria épuisée utilisait sa hache comme une canne alors qu'elle se dirigeait sans le savoir vers la pièce où se trouvait le dragon. Elle a poussé la porte et est entrée. Juste au moment où la porte se refermait derrière elle, elle a senti une présence avant de voir un grand dragon qui lui a demandé si elle était venue pour être mangée. Le dragon s'est ensuite enroulé sur lui-même et a utilisé une sorte de magie du vent pour la repousser. Pas du genre à reculer face au danger, et quand elle a enfin pu bouger à nouveau, elle a attaqué le dragon. Dans le royaume des démons, l'IA venait de terminer de punir ses soldats et leur a dit d'arrêter de se plaindre comme des bébés, parce qu'elle ne leur avait rien fait de grave. Elle a affirmé que le dieu dragon noir était bien pire, et il était connu comme le plus fort de l'armée du seigneur des démons, et que le croisé signifiait que vous aviez la pire des chances. Seiichi et Sariel regardaient la pierre lumineuse, et Seiichi se souvenait de l'avertissement d'Artoria à propos du changement de couleur de la pierre. Ils ont commencé à paniquer car ils savaient qu'Artoria était en danger,
et la pierre a volé de la main de Sariel et a frappé le mur. Désespéré, Seiichi a frappé le mur et cette fois, il a réussi à le casser même si cela lui faisait mal aux mains. Dans la chambre du dragon noir, Artoria était sur le point de se faire battre, mais elle n'était pas prête à abandonner parce qu'elle voulait s'assurer que Seiichi et Sariel s'en sortent sains et saufs. Elle a décidé d'utiliser toute sa force, elle a donc chargé une attaque de Super Saiyan et libéré son Calamity Berserker. Le dragon noir ne semblait même pas impressionné par sa petite démonstration de pouvoir, et lorsqu'elle a attaqué, il a simplement utilisé sa griffe pour la balayer comme une mouche agaçante. Bien qu'il l'ait frappée, elle est revenue avec force, mais avant qu'elle ne puisse s'approcher de lui, il a tiré des pointes de sa queue qui l'ont épinglé au mur en lui disant de connaître sa place. Artoria, qui était complètement consumée par sa calamité, ne restait pas à terre et essayait de l'attaquer à nouveau. Cette fois-ci, il l'empala avec les pics de sa queue et admit qu'elle l'avait surpris. Il la jeta au sol, et alors qu'elle y était allongée, elle murmura des excuses à Seiichi et Sariel parce qu'elle croyait les avoir déçus en ne vainquant pas le dragon. Elle accepta son sort et ferma les yeux. Et juste au moment où le dragon était sur le point de l'achever, elle entendit ça. Non. En les ouvrant, elle vit Seiichi utiliser sa robe comme bouclier contre le feu du dragon, tout en tenant un Sariel souriant, qui dit qu'ils étaient venus la sauver. Artoria demanda à Seiichi et Sariel comment ils l'avaient trouvée, et Sariel expliqua que lorsque la pierre de la guilde s'était mise à briller en rouge, ils savaient qu'elle était en danger, et Seiichi, qui se croyait Superman, a réussi à briser les murs sur leur passage, leur ouvrant facilement le chemin jusqu'à elle. Elle a ensuite demandé au sujet du dragon, et Seiichi a pointé sa silhouette affaissée en disant qu'il l'avait accidentellement heurté en entrant. Le dragon noir s'est réveillé plus furieux qu'il ne l'était auparavant, parce qu'il était dérangé par des humains sales. Il leur a dit qu'il mourrait de ses mains, mais Seiichi a dit qu'il n'avait pas l'intention de perdre contre un gros lézard laid. Il a attaqué Seiichi avec son souffle de feu, mais celui-ci l'a facilement esquivé en utilisant un mouvement instantané. Agacé d'être surpassé par du bétail, le dragon noir a utilisé des griffes conquérantes pour lancer une boule de feu sur Seiichi, qu'il a réussi à bloquer avec ses épées, mais il a été repoussé. Seiichi a utilisé une évaluation avancée et a découvert que le dragon était de loin plus fort que lui, car il était au niveau 5000. Il a réussi à éviter d'être touché par sa queue en utilisant un mouvement instantané, mais le dragon l'a immobilisé avec un sort et l'a frappé contre un mur avec sa queue. Seiichi se demandait pourquoi ses compétences de résistance à l'absorption et à la liaison ne fonctionnaient pas lorsque le dragon noir déclenchait son ultime compétence appelée Enfer Infernal. Seiichi était sûr qu'il serait réduit en cendres cette fois-ci, jusqu'à ce que Sariel l'appelle et lui dise d'utiliser la compétence qu'il avait utilisée quand il l'avait combattu. Plein d'espoir renouvelé, il a utilisé le dague de l'esprit de l'eau pour activer le désastre de la chute, trempant complètement lui et le dragon dans l'eau. À ce moment-là, le dragon était complètement en colère et a dit qu'il n'allait pas perdre contre un autre humain sans valeur. Alors il a lancé une boule de feu sur Seiichi, qui l'a de nouveau esquivé. Mais il a été à nouveau immobilisé par un sort. Alors que le dragon se préparait à porter son coup final, Seiichi força son corps à bouger et acquit une compétence de résistance à l'intimidation. Il passa ensuite à l'attaque contre le dragon, qui fut surpris qu'il ait pu se libérer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Seiichi l'a tranché proprement. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu contre un autre humain, et se lamentait sur son rêve échoué avant de disparaître, laissant derrière lui une boîte à objets. Alors que Seiichi se demandait pourquoi le dragon noir détestait tant les humains, il a monté de niveau, et une Sariel excitée l'a plaqué au sol. Il lui a demandé comment allait Artoria, et elle a dit que les potions de récupération l'avaient endormie, et qu'elle irait bien au moment de son réveil. Soulagé qu'elle allait bien, Seiichi voulait rentrer chez lui, mais Sariel a demandé s'il connaissait le chemin pour sortir du donjon, et il a dit qu'il pouvait vérifier la boîte à objets pour trouver quelque chose qui les aiderait. Il a acquis plus de compétences en touchant les objets, et s'est rendu compte que s'il mangeait le joyau du dieu dragon noir qu'il avait ramassé, cela augmenterait ses statistiques et sa puissance magique. Dans la boîte d'objets, il a également trouvé un long manteau du conquérant noir qui était meilleur que son ancienne robe qui avait été brûlée par le dragon noir. Le dernier article dans la boîte était la biographie du dragon noir. De cela, ils ont appris qu'il était autrefois une divinité gardienne pour les humains, mais les humains sont devenus avides et ont voulu fabriquer des armes puissantes à partir des matériaux du dragon noir. Alors ils ont planifié de l'abattre. Celui qui l'avait sauvé était le seigneur démon, mais il a été vaincu par les héros que les humains ont invoqués. Alors avec le seigneur démon mort, ils ont scellé le dragon noir dans son donjon et il a promis de se venger de l'humanité. Après avoir lu son histoire, Seiichi a pleuré. Sariel a ensuite fait remarquer que Monsieur Chip n'était pas venu même s'il avait terminé le travail. Donjon, juste au moment où Seiichi allait répondre, une bombe fumigène a explosé dans son visage, le laissant avec une coupe afro. Une lettre est tombée au sol et Sariel l'a ramassée, disant qu'elle venait de Chip. Dans la lettre, il a félicité Seiichi pour avoir franchi le donjon tout en devenant lentement un monstre sans cœur. Il a également expliqué que même s'il avait franchi le donjon, il avait échoué à garder le dragon noir en vie pour qu'il puisse vivre paisiblement avec le seigneur démon. Enfin, il lui a dit de continuer le bon travail et de nettoyer plus de donjons, mais il a aussi dit qu'il partait en vacances, alors Seiichi devrait en fait s'abstenir de le faire, ce qui l'a fait crier.
frustration. Ils sont retournés sur le terrain avec une Artoria encore inconsciente dans les bras de Seiichi, et alors qu'il se dirigeait vers la porte de la ville, elle s'est réveillée et a exigé qu'il la pose alors qu'elle luttait pour sortir de ses bras. Sariel lui a dit de faire attention car même si ses blessures avaient guéri, elle était encore faible. Artoria s'est ensuite excusée de les avoir entraînés dans son malheur. Alors elle leur a montré son statut et ils ont vu que sa chance était de moins 2 millions. Elle a expliqué qu'elle était connue sous le nom de porteuse de calamité depuis sa naissance et qu'elle apportait le malheur à tous ceux qui l'entouraient. Seiichi a demandé s'il existait un moyen de briser la malédiction et elle a répondu que non. Quand ils sont finalement arrivés à la guilde, Artoria a demandé à Eris ce qui se passait et elle a dit qu'ils rassemblaient des informations pour retrouver leurs amis disparus et elle est devenue tout émue parce qu'Eris l'avait appelée une amie. Seiichi a ensuite fait un discours très émouvant sur l'importance qu'elle avait pour eux et qu'il ne se souciait pas de sa malchance de connexion automatique de proximité. Tout cela est devenu trop pour elle à gérer alors qu'elle s'enfuyait. Mais Seria a dit à Seiichi de la suivre et de s'assurer qu'elle allait bien. Pendant ce temps, dans le royaume démon, Lia a informé son escouade que le dieu dragon noir avait été vaincu. Ils étaient choqués car il était le plus fort de l'armée du seigneur démon et ils se demandaient qui était assez puissant pour l'avoir vaincu. Seiichi cherchait à trouver Artoria avec la bonne pierre quand il a rencontré Adriana, la propriétaire du loup qu'il avait promené auparavant. Il a demandé si elle avait vu Artoria et elle a dit non, mais a ensuite demandé s'il connaissait la prédisposition d'Artoria, et il a dit qu'il le savait. Alors elle lui a demandé de se rapprocher d'Artoria. Il lui a assuré qu'Artoria était importante pour lui, donc il ne l'abandonnerait pas. Il a finalement trouvé Artoria à l'endroit où ils avaient leur première quête, et il a demandé ce qu'elle faisait là. Mais au lieu de lui répondre, elle a demandé si elle était vraiment importante pour eux, et il a dit oui. Ensuite, il l'a serré dans ses bras, et a dit qu'il serait toujours là si elle avait besoin de lui. Mais Aratoria était trop choquée pour dire quoi que ce soit, alors elle se contenta de le laisser la tenir. Seiichi a rapidement commencé à penser avec sa petite tête, et en souriant comme un pervers, il s'est dit qu'elle sentait bon. Artoria a appelé son nom, et il a sauté comme s'il avait été pris en train de voler. Elle a dit qu'elle se sentait gênée partout, mais elle l'a remercié. En pensant à comment il pourrait aider, il s'est souvenu de la bague qu'il avait trouvée dans le donjon et a supposé qu'elle aurait un effet opposé sur Artoria, puisque sa chance était déjà négative. Il lui a glissé la bague au doigt et quand elle a demandé ce que c'était, il lui a dit que cela augmenterait sa chance. Artoria l'a soudainement poussé et s'est enfui, laissant Seiichi perplexe face à son comportement, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Il s'est vite rendu compte qu'il avait l'air de la demander en mariage quand il lui a donné la bague, et il est allé la retrouver pour dissiper le malentendu, mais il s'est vite arrêté quand il a réalisé qu'elle allait bien. Seiichi avait l'air déprimé en prenant le petit déjeuner avec Seria, et quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il a révélé qu'Artoria l'évitait. Soria lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle était sûre qu'Artoria ne le détestait pas. Quand il lui a demandé ce qu'elle voulait faire de la journée, elle a dit qu'elle voulait aider à l'orphelinat. Donc Seiichi a expliqué qu'il allait faire un tour en ville et recueillir des informations. Après s'être séparé de Seria, Seiichi s'est rendu à la guilde pour demander à Guzul et Eris s'ils avaient des informations sur des événements majeurs récents, dans l'espoir qu'il trouverait des indices qui le mèneraient à Kanazuki et aux autres. Guzul lui a dit qu'il avait entendu dire qu'un pays voisin avait fait une invocation de héros et avait amené des héros d'un autre monde pour combattre le seigneur démon ressuscité. Malheureusement, ils n'en savaient pas plus et lui ont dit de consulter la bibliothèque royale pour plus d'informations. Guzul a sorti une carte de son maillot et l'a remise à Seiichi, qui avait l'air de mourir de l'odeur. Dans l'Empire Kaiser, le roi et son conseiller au nez crochu et au visage verruqueux ont parlé des héros qu'ils avaient convoqués. Le roi s'est plaint que Zekia ne leur avait pas permis de participer à de véritables batailles, alors Wartface a suggéré qu'ils inscrivent les héros à l'Académie de magie de Barbador. Il a dit qu'ils domineraient facilement l'école et seraient en tête des classes, ce qui leur permettrait de montrer leur puissance à d'autres nations. Le roi s'inquiétait que le plan échoue, mais le conseiller a dit que puisque les héros étaient encore des enfants, ils pouvaient facilement être manipulés. Le roi a demandé comment il prévoyait de le réaliser, et il a expliqué qu'il leur ferait porter des bracelets d'asservissement, ce qui garantirait qu'ils ne leur désobéissent pas. Pendant ce temps, Seiichi n'a pas pu obtenir d'informations utiles à la bibliothèque royale, alors il est parti explorer la ville. Il est tombé sur une jeune fille avec des oreilles de chien vendant des peintures, et quand il a demandé combien elles coûtaient, elle a été surprise car personne n'avait proposé d'en acheter avant. Avec son achat en main, il a réalisé qu'il avait faim et a suivi l'odeur de nourriture jusqu'à un café caché dans la ruelle. Avant d'entrer, il pria que l'endroit ne soit pas rempli de pervers bizarres, comme la guilde. À l'intérieur, il ne rencontra que deux personnes, un homme aux cheveux blonds et le barman qui l'accueillit. Seiichi a dévoré la nourriture qui lui était présentée comme un homme affamé,
Et l'homme aux cheveux blonds a ri de son comportement, après quoi il s'est présenté comme Rance. Seiichi s'est présenté et Rance a dit que son nom semblait oriental, et ne voulant pas révéler le fait qu'il venait d'un autre monde, il a joué le jeu. Rance a ensuite présenté le barman comme Nod, le propriétaire du café. Artoria était assise avec Adriana dans son jardin, et pendant qu'elle discutait, Adriana lui a dit d'admettre qu'elle était amoureuse de Seiichi. Et une Artoria émotive, les larmes aux yeux, a dit qu'elle voulait faire savoir à Seiichi ce qu'elle ressentait pour lui. De retour au café, Nod a dit à Seiichi que si un homme plaçait une bague sur l'annulaire gauche d'une femme, il lui promettait son amour éternel, et a ajouté que s'il essayait de la reprendre, ou même de dire que c'était une erreur, il serait castré. Un Seiichi choqué imagina sa saucisse se faire couper en deux et savait qu'il ne voulait pas ça. Rance a suggéré qu'il épouse Artoria à la place. Lorsqu'il a hésité, Nod a compris qu'il avait déjà quelqu'un d'autre en tête et Rance lui a dit directement d'être ouvert d'esprit et de commencer son propre harem. Avant qu'il ne parte, Nod lui a dit de clarifier ses intentions et de s'excuser si nécessaire. Après son départ, Nod a conseillé à Rance de faire attention à ne pas se révéler. Seiichi est allé à l'orphelinat pour chercher Seria et a rencontré Artoria, venu le chercher. Il voulait expliquer son intention de lui donner la bague et s'excuser, mais il était trop lâche pour ouvrir la bouche. Quand il a enfin pris son courage à deux mains et a essayé de parler, elle l'a arrêté avec un baiser. Elle a dit qu'elle savait qu'il ne lui avait pas donné la bague parce qu'il avait des sentiments pour elle, mais ça lui était égal car elle était amoureuse de lui. Seiichi était déchiré entre rester fidèle à sa femme Guerilla et céder à ses sentiments pour l'inconfortable Artoria, et avant qu'il ne puisse répondre, Seria est sortie et lui a dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à le partager, parce qu'il était normal pour les femmes de se rassembler autour des mâles forts. Elle a dit à Seiichi d'accepter Artoria et il n'a pas perdu de temps pour lui proclamer son amour. Ils ont partagé un baiser et Seria les a embrassés et a proclamé la naissance de leur harem hybride. Gusul a poussé ses hanches dans le visage de Seiichi pendant qu'il mangeait et Seiichi lui a dit qu'il pouvait parler sans mettre ses affaires dans son visage. Il lui a conseillé d'acheter un cheval car chaque aventurier de haut rang devait en avoir un et a sorti une carte de son maillot de bain à nouveau. Seiichi a fini par aller acheter un cheval seul puisque Seria et Artoria avaient d'autres choses à faire. Quand il est arrivé sur place, le vieux bonhomme qui possédait l'endroit a demandé s'il voulait un cheval pour la coupe royale. Il a expliqué que c'était une course autour des remparts de la ville et, en raison de la nature de la course, les gagnants recevaient des prix coûteux. Récompense. Alors qu'il montrait à Saichi la collection de chevaux de course qu'il possédait, Saichi se demandait pourquoi le fou lui montrait des chevaux de course alors qu'il n'avait pas l'intention de participer à la coupe royale. Le suivant était une imitation stupide des reines du Père Noël, qui mouraient facilement parce qu'ils oubliaient de respirer, et le dernier était un âne violent qui détestait tout le monde. Alors que Saichi la regardait frapper le propriétaire, il se demandait ce qu'elle disait et a immédiatement acquis la compétence de comprendre toutes les langues. Saichi l'a traité de grande gueule quand il a enfin compris ce qu'elle disait et elle a remarqué qu'il pouvait la comprendre, alors elle lui a dit d'entrer dans son enclos. Dès qu'il est entré, elle a essayé de le frapper mais il l'a esquivé facilement. Elle a essayé à nouveau et il a attrapé ses jambes arrière. Elle a fini par abandonner et s'excuser auprès de lui, mais elle lui a ensuite dit qu'il était celui qu'elle avait attendu pour servir toute sa vie. Elle s'est présentée comme Lulune et Saichi a dit au propriétaire qu'il l'achèterait, mais avant qu'il ne parte, elle a donné un coup de pied au visage de l'homme une fois de plus. Lulune était tellement excitée de sortir des écuries pour la première fois de sa vie et trouvait tout ce qu'elle voyait fascinant. Saichi lui a acheté de la nourriture et elle a demandé si elle pouvait en avoir plus après avoir terminé. Alors qu'il se promenait dans le marché, Saichi a vu quelqu'un parler avec la fille aux oreilles de chien à qui il avait acheté une peinture et est allé voir ce qui se passait. La fille l'a reconnu immédiatement et l'a remercié à nouveau d'avoir acheté une peinture. L'homme qui lui parlait à peine a reconnu Saichi et lui a dit de participer au concours de peinture Cherasti qui a eu lieu un mois après la course de la coupe royale. Mais a dit qu'elle n'était pas assez talentueuse pour participer à une telle compétition, mais le jeune homme a dit que puisque Saichi avait déjà acheté sa peinture, cela signifiait qu'il avait reconnu son talent. Il a ensuite demandé à Saichi s'il avait acheté l'une de ses propres peintures, et il a répondu non, ce qui l'a choqué que Saichi n'ait jamais vu ses peintures auparavant. Alors il lui en a montré une. Lulune et Saichi ont jeté un coup d'œil à la peinture terrible et ont dit qu'elle ressemblait à un triangle, et pendant qu'ils se complaisaient dans la honte, Saichi a demandé à Mei qui il était. Le jeune homme s'est présenté comme Kleburger, le fils aîné du duc Burger, puis est retourné à supplier Mei de rejoindre la compétition. Avant qu'elle ne puisse répondre, Saichi lui a dit qu'il allait participer à la coupe royale et que s'il terminait en tête, elle devrait aussi essayer de participer au concours de peinture. Elle a révélé que la coupe royale était dangereuse et a demandé s'il n'avait pas peur. Il a donc admis qu'il avait peur, mais a dit que s'il ne tentait pas, il ne surmonterait jamais sa peur.
Clay a mentionné que le prix pour la 5e place de la course était un gigantesque poisson, et dès que la gourmande Lulune a entendu cela, elle est devenue très excitée. Le jour de la Coupe Royale, avant que la course ne commence, l'annonceur a présenté les prix qui allaient être distribués. À gagner. Le prix de la 2e place était des photos de la capitale des Valkyries, ce qui a fait hurler la foule d'excitation, et le grand prix était un billet pour passer toute la journée avec les Valkyries. Tout cela n'intéressait pas du tout Lulune, car tout ce qu'elle voulait était le prix de la 5e place, qui était le poisson géant. Mei est venue voir Saichi et lui a demandé de se retirer parce que la course était dangereuse. Mais comme un sage, il lui a fait tout un discours sur la peur du premier pas dont tout le monde a besoin pour être poussé. Il lui a ensuite dit qu'il allait être celui qui l'aiderait à faire son premier pas. Les règles ont été expliquées et la course a commencé. Tout le monde est parti sur ses chevaux, sauf ceux qui avaient des chevaux cerfs qui sont morts parce qu'ils ont été effrayés par le bruit du pistolet de départ. Lulune et Saichi étaient à la traîne parce que Lulune avait faim et n'avait pas d'énergie pour courir. Saichi a vérifié sa dimension de poche et a trouvé l'ensemble de cultures de fruits d'évolution que Monsieur Mouton lui avait donné et lui a donné à manger. Au fur et à mesure que la course progressait, les concurrents utilisaient toutes les astuces possibles pour s'assurer d'être en tête. Un concurrent a soufflé dans une corne qui a convoqué une meute de grands loups et un grand loup de l'enfer qui a bloqué le chemin des autres concurrents. Juste au moment où l'annonceur était sur le point d'annuler la course, Lulune est arrivée à toute vitesse sur la route. Saichi lui a dit de ralentir, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait pas contrôler sa vitesse. Elle a sauté par-dessus les autres concurrents et a atterri au milieu des grands loups avec tellement de force que son atterrissage les a envoyés voler dans différentes directions. Le loup de l'enfer a essayé de l'attaquer, mais il semblait que le fruit avait doublé sa force et d'un seul coup de pied, elle l'a mis KO. Les autres concurrents avaient peur de les affronter et ont abandonné la course, mais Lulune a couru jusqu'à la ligne d'arrivée et ils ont été déclarés vainqueurs. Artoria et Saria se tenaient parmi la foule, rayonnant de fierté pour leur homme. La seule personne qui n'était pas heureuse de leur victoire était Lulune, car elle avait voulu le poisson et Saichi a essayé de la réconforter. Elle le serrait dans ses bras quand elle a commencé à briller, et c'est à ce moment que Saria et Artoria sont entrés. Ils sont restés bouche bée en voyant Lulune transformée en humaine. Saichi s'est un peu excité à cette vue et a eu un saignement de nez dès qu'elle l'a serré dans ses bras. Lulune, perplexe, a demandé à son maître ce qui se passait et alors que Saichi essayait de lui expliquer, Artoria s'est également approchée de lui et a demandé ce qu'il faisait, mais avant qu'il ne puisse expliquer le malentendu, elle lui a donné un coup de poing au visage. Quand Saichi lui a dit que la femme nue était en fait Lulune, qui avait changé parce qu'il lui avait donné le fruit de l'évolution, elle ne l'a pas cru et lui a dit de trouver un meilleur mensonge. Saria lui a dit que c'était la vérité, mais Artoria lui a dit d'arrêter de défendre ce menteur, tricheur, donc Saria n'avait pas d'autre choix que de se transformer en gorille juste devant elle. Elle n'en croyait pas ses yeux et on aurait dit qu'elle allait s'évanouir, mais à la place, elle a dit à Lulune de la suivre. En ville, elle a trouvé un magasin de vêtements et elles ont acheté des vêtements pour elle. Alors qu'ils discutaient dans le magasin, deux Valkyries sont venues emmener Saichi. Elles lui ont lié les mains avec un sort et lui ont demandé de les suivre. Dans le royaume des démons, tous les capitaines des différentes divisions de l'armée du Seigneur des démons étaient réunis dans une salle de conférence. Alors qu'ils parlaient entre eux, Luchebut, la fille du Seigneur des démons, entra. Après avoir remercié les capitaines d'avoir répondu à son appel, elle expliqua qu'elle les avait convoqués car elle souhaitait discuter d'une possible alliance avec le royaume de Winburg. Les capitaines furent tous choqués et s'exclamèrent. L'assistant du Seigneur démon demanda pourquoi elle voudrait faire la paix avec les humains qu'il considérait comme inférieurs, qui avaient persécuté les démons pendant des années. Il lui rappela que ce sont les humains qui avaient scellé son père, mais Ludia dit que c'était une raison de plus pour rassembler leur peuple. Elle dit que le roi du royaume de Winburg essayait déjà de se lier d'amitié avec les démons. Lia leur dit alors qu'elle avait obtenu des informations selon lesquelles l'humain qui avait vaincu le dieu dragon noir venait du royaume de Winburg. Elle a dit que le dieu dragon noir lui avait dit qu'il avait été vaincu par un humain nommé Saichi. Il lui a aussi dit qu'il s'était battu loyalement et qu'il avait perdu contre Saichi. Chris a dit à Lutia de se rappeler de la prophétie qui disait que s'allier avec les humains leur apporterait un grand malheur. Et elle a dit que si cela arrivait, elle mettrait sa tête en jeu. Il a continué à insister et l'un des capitaines lui a dit de fermer sa bouche et de suivre les ordres de son maître comme le chien qu'il était ou sinon il s'occuperait de lui. Certains des autres capitaines ont accepté et l'ont menacé aussi et comme un lâche, il s'est enfui. Mais pas avant de leur avoir dit qu'il regretterait de s'être allié à un humain. Les capitaines ont juré de soutenir Lutia dans ses plans et elle les a remerciés. Seule dans la salle du trône, Chris s'inquiétait que ses plans soient ruinés, mais a dit que personne ne serait capable de l'arrêter de toute façon et a ri comme un fou maniaque. Les Valkyries ont emmené Saichi au château Archel et quand il a demandé pourquoi ils l'avaient amené là, ils lui ont dit qu'en tant que vainqueur de la Coupe Royale, il avait gagné le droit de passer la journée avec eux. Ils l'ont emmené au terrain d'entraînement
où leur capitaine Louise et d'autres Valkyries s'entraînaient. Saichi les a regardés et a été impressionné par ses compétences, mais a aussi été surpris que même avec son 6e sens, il ne pouvait pas suivre ses mouvements. Louise s'est approchée d'eux et s'est présentée à Saichi avant de lui mettre une épée dans la main et de lui demander de faire un combat simulé avec elle. Pendant ce temps, les camarades de classe de Saichi ont été téléportés à la Barbatos Magic Academy et Kanazuki s'est retrouvée dans une confrontation qui l'a mise au défi, elle et ses amis, de participer à une bataille simulée. Quand elle a refusé, ils ont essayé de l'intimider, mais elle en a giflé un, ce qui les a fait reculer tout en lui conseillant de faire attention. De retour sur le terrain d'entraînement, Louise a attaqué Saichi, mais il a facilement esquivé et elle a été surprise qu'il ait pu esquiver l'attaque. Saichi l'a assuré que ce n'avait pas été aussi facile qu'elle le pensait. Elle lui a dit qu'elle utiliserait toute sa force avec sa prochaine attaque et a lancé une série d'attaques contre lui, mais il a pu toutes les esquiver. Alors qu'elle était sur le point de porter son attaque finale, Saichi avait acquis des compétences supplémentaires. Il a facilement esquivé l'attaque et a fait voler l'épée de ses mains, choquant les Valkyries présentes, car elles ne pouvaient pas croire qu'il avait affronté leur capitaine et gagné. Saichi lui-même ne pouvait pas croire ce qui s'était passé parce que son corps avait bougé tout seul. Maison. Louise a demandé si elle pouvait l'appeler maître et lui demander de prendre soin d'elle. Une autre Valkyrie a demandé à Seiichi de venir avec elle, car elle avait quelque chose à lui dire. Dans une autre partie du château, le roi se préparait pour un bain, mais ignorait l'assassin qui l'observait à travers un trou dans le plafond. La Valkyrie que Seiichi avait suivie en dehors de la salle d'entraînement lui a dit que Louise était née sans aucune magie ou compétence, mais Seiichi pensait